En janvier 2026, Vladimir Poutine a reçu une nouvelle qui l'a déstabilisé. Non pas une défaite militaire sur le terrain, bien qu'il y en ait eu, mais quelque chose de bien plus stratégique. Les États-Unis viennent de signaler qu'ils soutiendraient activement les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et cette annonce n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat de négociations de plus en plus concrètes qui pourraient redessiner complètement l'architecture de sécurité européenne. Mais voilà le problème. Poutine a clairement dit qu'il rejetterait tout accord impliquant des troupes étrangères. Nous allons vous montrer exactement comment cette impasse se dessine, quels sont les véritables enjeux derrière ces négociations et pourquoi 2026 pourrait être l'année où tout bascule. Restez connectés. Revenons en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Vladimir Poutine était convaincu de contrôler le jeu. C'est une certitude qui lui coûte aujourd'hui très cher. En décembre 2024, Poutine pensait tenir tous les atouts. Il avait envoyé ses représentants négocier avec Steve Witkoff et Jared Kushner, les envoyés spéciaux du président Trump. De son point de vue, contrôler le canal américain signifiait contrôler l'issue des négociations. Après tout, sans les États-Unis, comment l'Ukraine pouvait-elle espérer obtenir des conditions favorables? Pourtant, Poutine a commis une erreur d'évaluation majeure. Il n'a pas anticipé l'ampleur et la rapidité de la coordination européenne qui se préparait en marge des canaux officiels. Pendant que Moscou croyait jouer ses cartes contre l'influence américaine, plusieurs capitales européennes travaillaient discrètement à une réponse collective. L'idée était simple et brutale dans son efficacité. Contourner le point de blocage que représente l'exigence d'unanimité au sein de l'OTAN. Lorsque certains membres peuvent opposer leur veto, comme la Hongrie ou la Slovaquie, dont les positions sont historiquement plus conciliantes envers Moscou. La capacité d'action collective s'en trouve paralysée. La solution trouvée par un groupe d'États volontaires a été de créer une structure parallèle, capable de prendre des engagements militaires et politiques, sans dépendre de l'accord unanime de l'Alliance Atlantique. Cette initiative, baptisée informellement Coalition of the Willing, n'est pas une rupture avec l'OTAN. Elle se veut plutôt une réponse pragmatique aux contraintes institutionnelles qui empêchaient une réaction cohérente et rapide. Le 7 janvier 2026 a marqué un tournant. La coalition a tenu à Paris son premier sommet de portée significative. Ce seul événement aurait déjà constitué un signal politique fort. Mais ce qui a véritablement ébranlé Moscou, c'est la composition de l'audience et la nature du message transmis. Parmi les intervenants figuraient Steve Witkoff et Jared Kushner, deux personnalités déjà connues pour leur rôle de médiation ou d'intermédiaire auprès de l'administration américaine. Leur présence et le ton de leurs interventions ont transformé une réunion européenne en une annonce d'ampleur transatlantique. Ils n'étaient pas venus écouter des propositions. Ils étaient venus affirmer un choix stratégique. Les États-Unis, ou du moins des représentants proches de la Maison-Blanche, étaient prêts à endosser publiquement une architecture de sécurité en faveur de l'Ukraine. Ce positionnement, même s'il n'entraînait pas immédiatement l'envoi de soldats américains, changeait la donne. Il donnait une assise politique et une légitimation internationale à une présence militaire alliée, principalement européenne, sur le sol ukrainien après un éventuel accord de paix. Lors de ce sommet, les déclarations publiques ont été formulées de manière à être sans équivoque sur la volonté de dissuader toute nouvelle agression. Il s'agissait de protocoles et d'engagements de sécurité conçus non pas seulement pour rassurer, mais pour empêcher activement toute reprise des hostilités. L'élément central de ce changement de posture était double. D'une part, la reconnaissance que l'Europe devait pouvoir assurer directement la sécurité de l'Ukraine. D'autre part, l'offre américaine de soutien non combattant mais essentiel. Surveillance, renseignement, capacité spatiale et aéroportée, y compris satellites, drones et capteurs sophistiqués, pour monitorer le respect des accords et détecter toute manœuvre de réarmement clandestin. Autrement dit, Washington proposait d'être les yeux et les oreilles d'un dispositif dont le corps serait européen. C'est cette architecture mixte, force européenne au sol et capacité américaine de détection et de dissuasion, qui a donné à l'annonce sa force disruptive. Pour Poutine, cela signifiait qu'il ne pourrait plus compter sur l'opacité ou sur le temps pour reconstituer tranquillement ses forces et tenter une nouvelle offensive quelques années plus tard.
Quelques jours après Paris, la France et le Royaume-Uni ont conduit le mouvement plus loin en signant une déclaration d'intention conjointe. Ce document n'était pas un simple communiqué diplomatique. Il précisait l'intention de ces deux gouvernements d'établir des hubs militaires permanents sur le territoire ukrainien en cas d'accord de paix et évoquait des déploiements pouvant atteindre plusieurs milliers de soldats. Certes, il s'agissait d'une déclaration d'intention et non d'un traité contraignant. Mais politiquement, c'était un pas colossal. La perspective de bases alliées, même limitées, revenait à modifier radicalement l'équilibre stratégique sur le terrain. Si des soldats britanniques et français étaient stationnés en Ukraine, l'éventualité d'une nouvelle agression russe se heurterait non seulement à des forces ukrainiennes rénovées, mais aussi à des troupes d'État dotées de capacités de frappe significatives et d'une posture nucléaire de dernier recours. Cette simple probabilité reconfigurait les calculs du Kremlin. Zelensky a immédiatement perçu la limite de ces déclarations. Elles indiquent une volonté, mais pas nécessairement une obligation légale. L'Ukraine cherche des garanties tangibles, pas seulement rhétoriques, qui puissent être mises en œuvre et exigées en cas de violation. La différence sémantique révélée à ce moment-là entre garantie de sécurité et protocole de sécurité n'est pas anodine. Une garantie, dans le langage diplomatique, implique un engagement fort et durable, souvent juridiquement assurable ou assumé par des parlements. Un protocole, en revanche, peut être modulé, adapté, voire renégocié selon les circonstances. Les États-Unis ont donc, volontairement ou non, choisi un vocabulaire qui leur laissait une marge de manœuvre. Soutenir, oui. S'engager de façon irréversible, non. La Maison-Blanche a d'ailleurs veillé à ne pas valider certaines formulations plus engageantes initialement utilisées par Kiev, retirant notamment la mention explicite d'un rôle américain de force multinationale dans le texte final. Cette prudence traduit la tension entre la volonté d'appuyer l'Ukraine et le souci de ne pas s'enfermer dans un engagement militaire direct. Le 8 janvier, Zelensky a annoncé publiquement qu'un document conjoint Ukraine-États-Unis définissant les garanties de sécurité était essentiellement prêt. Cette annonce a amplifié la pression politique. Car ce document n'était pas un concept. Il existait sous forme écrite, négociée, amendée. Il attendait une signature. Et la signature, précisément, se trouvait entre les mains du président américain. Dans le contexte politique américain, une signature peut être tout sauf une formalité. Elle devient un instrument de politique extérieure, un levier de pression, ou au contraire, une porte de sortie. Tant que la signature n'était pas apposée, la possibilité d'un renversement de position ou d'une abstention restait ouverte et constituait un élément de négociation utile pour toutes les parties. La réaction russe a été prévisible et immédiate. Moscou a brandi une ligne rouge. La présence de troupes occidentales en Ukraine serait caractérisée comme une intervention étrangère et exposerait ses forces à des attaques jugées légitimes par les autorités russes. Cet avertissement est lourd de conséquences. Il énonce explicitement la possibilité d'une confrontation directe entre la Russie et des armées occidentales, dont certaines sont nucléaires. La logique militaire derrière cette posture est simple. Accepter une présence militaire durable d'États occidentaux sur le sol ukrainien équivaudrait à fermer la porte à une reconquête progressive, planifiée et différée par la Russie. Or, la stratégie russe depuis le début a en partie reposé sur l'idée qu'un conflit prolongé et l'érosion des ressources ukrainiennes finiraient par faire pencher la balance permettant à Moscou d'obtenir des avancées territoriales ou politiques sans affrontement frontal avec l'OTAN. La perspective d'une occupation alliée permanente neutralise cette option. Nous nous trouvons donc aujourd'hui dans une impasse stratégique d'une rare intensité. L'Ukraine exige des garanties de sécurité fortes. L'Europe propose d'assurer la sécurité par des déploiements. Les États-Unis offrent un soutien stratégique, mais demeurent prudents sur la nature juridique et politique de leur engagement. La Russie refuse toute présence étrangère, menaçant d'attaquer les forces envoyées. Dans ce jeu à somme nulle, aucun acteur ne peut facilement concéder sans perdre un élément vital de son intérêt national. Abandonner les garanties serait pour Kiev signer l'arrêt de mort de toute perspective de sécurité durable. Accepter une neutralisation militaire complète et la reconnaissance de pertes territoriales
serait pour l'Ukraine inacceptable. Pour Moscou, renoncer à la possibilité de reprendre l'initiative plus tard reviendrait à renoncer à un objectif stratégique de long terme. Les Européens, quant à eux, sont prêts à agir mais souhaitent l'appui politique et l'amorce d'une stratégie coordonnée avec les États-Unis. Washington hésite entre le désir de soutenir ses alliés et la volonté de ne pas s'engager dans un conflit de haute intensité avec la Russie. Dans ce contexte, la pression économique joue un rôle d'accélérateur. Les discussions autour de tarifs punitifs sur l'énergie russe, évoquant des mesures extrêmes pouvant atteindre des pourcentages très élevés sur les transactions, font peser une menace financière sur le financement de l'effort de guerre russe. La Russie demeure extrêmement dépendante des recettes énergétiques. Priver Moscou de ses revenus revient à s'attaquer au cœur de sa capacité logistique et opérationnelle. Les sanctions économiques, la disruption des chaînes de revente et l'interception des navires ou des moyens permettant de contourner les sanctions peuvent, à moyen terme, réduire considérablement la marge de manœuvre militaire russe. Si la pression économique s'accentue au point de rendre durablement impossible le financement des opérations militaires, le calcul du Kremlin pourrait changer. Mais ce levier a ses limites. Il peut prendre du temps pour produire des effets irréversibles, il peut engendrer des contre-mesures et stimulera probablement des tentatives russes de redéploiement vers d'autres partenaires ou d'autres circuits d'approvisionnement. C'est pourquoi la pression économique doit être envisagée comme un instrument puissant mais imparfait. Sur le terrain, la réalité militaire ne donne pas à la Russie les arguments d'autorité qu'elle pourrait espérer. Des localités annoncées comme conquises ont souvent résisté, et des contre-attaques ukrainiennes demeurent capables de frapper des convois ou des concentrations logistiques russes. Prenons l'exemple de Pokrovsk, annoncée comme tombée à plusieurs reprises par des sources proches ou alignées avec Moscou. Elle n'a pas été totalement consolidée et a été le théâtre d'opérations ukrainiennes marquantes, dont la destruction d'un convoi important à proximité. Ces faits montrent que la capacité russe à consolider des gains territoriaux est limitée et que l'Ukraine conserve une force de frappe et de nuisance non négligeable. Pour Poutine, cela signifie que la perspective d'une victoire militaire totale est illusoire. Pour Zelensky, cela renforce la posture d'un négociateur qui peut s'appuyer sur une résistance tangible. Les objectifs respectifs sont clairs et inconciliables à première vue. Du côté russe, empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, réduire ses capacités militaires et maintenir une présence sur des territoires conquis, autant d'objectifs qui visent à préserver une zone d'influence et à limiter la projection occidentale. Du côté ukrainien, obtenir le retrait des troupes russes, des garanties de sécurité contraignantes et une voie de règlement pour les territoires occupés, avec la perspective d'une reconstruction et d'un ancrage euro-atlantique sur le long terme. L'Occident, enfin, propose une combinaison de surveillance multilatérale, d'une présence alliée et d'un mécanisme de sanctions automatiques en cas de rupture d'accord. Ces propositions répondent partiellement aux demandes ukrainiennes, tout en cherchant à contenir la Russie sans provoquer une confrontation directe. 3 scénarios principaux se dessinent. Le premier, optimiste, verrait Poutine céder par la pression économique et diplomatique, acceptant un accord avec des garanties réelles mais limitées, permettant à l'Ukraine de retrouver une souveraineté fonctionnelle et d'entamer une reconstruction. Le deuxième, intermédiaire, consisterait en un statu quo gelé, hostilité réduite ou intermittente, accord partiel, absence d'une paix définitive et maintien d'une tension chronique. Le troisième, pessimiste, verrait l'échec des négociations et une reprise des hostilités à grande échelle, avec le risque croissant d'escalade, potentiellement nucléaire, si la confrontation impliquait des forces étatiques majeures. Au centre de ces trajectoires se trouve la décision américaine, la signature ou le rejet d'un document garantissant formellement un soutien. Le président des États-Unis, par son choix, peut soit stabiliser le cadre, soit l'affaiblir dramatiquement. Au-delà des décisions politiques et militaires immédiates, il faut considérer la dimension temporelle. Combien de temps les acteurs sont-ils disposés à maintenir une posture contradictoire sans basculer? Pour la Russie, la logique de temporisation consiste à compter sur l'érosion des capacités ukrainiennes et sur l'altération de la volonté occidentale. Pour l'Ukraine, il s'agit de transformer la résistance en gain diplomatique et sécuritaire. Pour l'Europe, c'est l'occasion de réaffirmer son autonomie stratégique.
Pour les États-Unis, c'est une décision délicate où se conjuguent intérêt national, alliances et calculs électoraux internes. Enfin, il convient de souligner une réalité pratique. Les engagements politiques prennent du temps à se traduire en capacités opérationnelles. La création de hubs militaires, l'installation de forces, la mise en place de systèmes de surveillance multinationales, tout cela demande des accords logistiques, des mandats législatifs et une coordination interarmée qui ne s'improvise pas. L'existence d'une déclaration d'intention est importante, mais sa mise en œuvre conditionne la crédibilité des garanties promises. C'est précisément sur cet écart entre parole et acte que se joue la confiance de Kiev et la perception du Kremlin. En bref, nous assistons à un moment où la carte stratégique de l'Europe pourrait être profondément redessinée. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine ne sont plus une abstraction. Elles sont débattues, écrites et potentiellement signées. La Russie a réagi en traçant des lignes rouges, l'Occident en testant la résistance de ces lignes par la diplomatie et la pression économique. L'issue dépendra autant de décisions politiques immédiates, notamment la signature d'un document clé par la Maison-Blanche, que de dynamiques plus lentes comme l'efficacité des sanctions et la capacité de l'Ukraine à maintenir sa résilience militaire. Les semaines à venir seront cruciales. Elles diront si la négociation aboutira à une paix durable encadrée par de vraies garanties, à un statu quo gelé ou à une dangereuse reprise des hostilités. Dans tous les cas, l'architecture de sécurité européenne est en cours de recomposition. Et les choix, faits maintenant, pèseront pour des décennies.